Spirou, qui est un personnage créé en 1938, a vécu à travers toute une série d'auteurs jusqu'à ce que Émile Bravo décide de s'en saisir pour raconter l'histoire de Spirou pendant l'occupation en Belgique. L'importance du livre d'Émile Bravo, qui s'intitule « L'espoir malgré tout », c'est une œuvre typique de l'après-2000, c'est-à-dire que la Shoah, on en a entendu parler à travers les témoins pendant des années. Ces témoins disparaissent peu à peu. Ça veut dire que la mémoire de la Shoah aujourd'hui est dans les mains d'artistes, de documentalistes, d'écrivains, de dessinateurs. Et Émile Bravo fait partie de cette génération qui va transmettre la mémoire de la Shoah. C'est une œuvre de transmission. Et voilà pourquoi elle est au mémorial de la Shoah. Quel va être le point d'entrée pour Émile Bravo pour faire entrer Spirou dans la Shoah? C'est de se saisir de ce personnage de fiction pour lui faire rencontrer deux personnages dont on ne comprend pas tout de suite qu'ils sont vrais. Ces deux personnages, ce sont des peintres qui s'appellent Félix et Felka, qui sont cachés à Bruxelles. On est sous l'occupation, ils sont juifs, et c'est pourquoi ils sont cachés. Et donc Spirou va les rencontrer et va être frappé d'empathie pour ces deux peintres et va les aider à survivre à l'occupation allemande. Dans l'exposition, on peut voir quelques-uns de ces tableaux de Nussbaum, notamment des esquisses du triomphe de la mort, mais également un autoportrait de Nussbaum, et on voit bien qu'il est accablé. Et il va produire toute une série de tableaux qui sont presque une annonce de ce qui va lui arriver dans les mois suivants. Il y a également un portrait de Felka par Félix Nussbaum et une toile de Felka, parce que Felka Nussbaum était également peintre. Les visiteurs de l'exposition vont pouvoir rencontrer, faire comme Spirou, ils vont rencontrer ce peintre grâce aux œuvres qui y sont exposées. Et puis il y a ce personnage absolument incroyable de Jean Doisy. C'est le rédacteur en chef de Spirou entre le moment où le journal est créé en 1938 et 1945, c'est-à-dire le moment de la libération. Et ce qu'on va découvrir dans l'exposition, c'est que Jean Doisy est un des dirigeants du Front de l'Indépendance, c'est-à-dire un mouvement de résistance armée qui agit pendant toute la guerre. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il va se servir du journal de Spirou comme un outil de résistance. On voit bien dans l'expo qu'il y a un code d'honneur des amis de Spirou, et le dernier article du code d'honneur, c'est un ami de Spirou s'engage à ne pas dévoiler le code secret qui permet de transmettre les messages entre les membres du club. Ça passe pas inaperçu. 50 000 membres, un club de 50 000 membres en pleine guerre. La conséquence de ça, c'est que le papier est coupé, c'est-à-dire on ne leur fournit plus de papier. Le journal de Spirou s'arrête. Et là, Jean Doisy, qui a eu l'idée géniale, quelques mois auparavant, de créer un théâtre de marionnettes où les personnages du journal de Spirou, c'est-à-dire Spirou Fantasio, mais aussi Tiffet Tondu, et puis d'autres personnages, continuent un petit peu les aventures qu'il y a dans le journal, eh bien ce théâtre va devenir non seulement le relais du journal dans toute la Belgique et le nord de la France. D'ailleurs, les planches originales d'Émile Bravo, qui montrent ce théâtre de marionnettes, sont dans l'exposition, de même que la marionnette originale de 1943 qu'on a retrouvée chez le fils du marionnettiste. Mais surtout, ce qu'on va découvrir dans l'expo, c'est le rôle d'une dame qui s'appelle Suzanne Moons, qui a un nom de résistance qui est Brigitte, qui est la mère du marionnettiste, du fameux marionnettiste qui anime les aventures de Spirou. Et cette dame-là, à elle seule, va sauver plus de 600 enfants juifs. Mais donc, le deuxième fait d'armes de Jean Doisy, c'est qu'il recrute quelqu'un qui s'appelle Victor Martin,
qui est un sociologue avant la guerre, qui parle parfaitement l'allemand, et qu'on va envoyer de l'autre côté de l'Europe. On va envoyer à Auschwitz pour aller constater si c'est un camp de mise à mort ou si c'est un camp de travail, quasiment un camp de vacances, comme le prétendent les nazis. Il va aller jusqu'à Auschwitz, il va constater que c'est un camp de mise à mort, il va revenir sur son chemin de retour, il se fait arrêter 2 fois par les Allemands, il s'évade 2 fois, il revient en Belgique, il va faire un rapport qui va être transmis au gouvernement belge de Londres et au comité de défense des Juifs, ce qui va leur permettre d'accélérer le sauvetage d'environ 3000 enfants juifs. Et donc c'est bien Jean Doisy qui recrute Victor Martin pour cette mission. Ce Jean Doisy qui est le rédacteur en chef de Spirou, c'est un deuxième lien absolument improbable et qui est incroyable. Sur la fin de l'exposition, on a un petit parcours qui explique ce que c'est comment la bande dessinée sous l'occupation s'est comportée. Comment ça se fait que la bande dessinée belge a eu un tel succès? La réponse est l'occupation. Et notamment Tintin et Hergé. Tintin, c'est un personnage qui est diffusé dans le petit 20e, qui tira 10 000 exemplaires avant la guerre et qui va passer brusquement pendant l'occupation à plus de 400 000 lecteurs à travers des journaux comme Le Soir, comme Cœur Vaillant en France ou Atlas de News en Flandre. Et ça va asseoir définitivement le succès de ce personnage. Donc on voit bien que derrière ces images, ces chromos, ces illustrés, comme on disait à l'époque, ces images un peu naïves, ces images pour enfants, il y a des choses tragiques. Et toute la vertu de la bande dessinée d'Émile Bravo, de Spirou et l'espoir malgré tout, c'est d'avoir pu allier la fiction et la réalité, le tragique et le léger, et de faire comprendre la Shoah de façon qui ne soit pas traumatisante, mais qui soit de façon intelligente et construite. Donc finalement, ce qui justifie que Spirou se retrouve au Mémorial de la Shoah, autour de cette bande dessinée d'Émile Bravo, c'est qu'on a affaire à une œuvre qui est d'une qualité essentielle. C'est une œuvre de transmission qui est humaniste, qui est empathique, qui décrit parfaitement le processus génocidaire sans que ce soit lourd, sans que ce soit angoissant. C'est véritablement une histoire racontée à hauteur d'enfant, qui est donc transgénérationnelle, qui peut être lue aussi bien par les parents que par les enfants, qui est un excellent support de dialogue pour expliquer la Shoah aux plus jeunes. C'est donc une formidable œuvre de transmission.